Imaginons un instant une salle d'opération. D'accord, l'ambiance est posée. Ouais, la tension est palpable, tu vois. La lumière est hyper crue, vraiment focalisée sur une seule petite zone très précise. Et le chirurgien est totalement absorbé, j'imagine. C'est ça, indivisible. Il tend la main, il demande un scalpel. Dans cette pièce, il n'y a pas de musique forte. Il n'y a pas un téléphone qui vibre sur une table avec une notification de réseau social. C'est clair. Et il n'y a pas non plus un collègue qui passe une tête par la porte pour demander où on va déjeuner à midi. Ben non, exactement. La tension est absolue. C'est vraiment une question de survie à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et pourtant, quand on bascule dans notre quotidien pour nos propres projets cruciaux, on agit d'une manière totalement inverse. Oh oui, complètement. On s'installe au milieu d'un carrefour super bruyant. Voilà, on jongle avec, 3 écrans simultanément, les messageries ouvertes. Et après, on s'étonne de faire du surplace. C'est un contraste qui donne un peu le vertige, quoi. C'est une métaphore vraiment frappante, parce que ça met en lumière une contradiction énorme de notre époque. C'est-à-dire? On exige de notre cerveau des performances de haute voltige, de l'analyse complexe, de la créativité, mais on le place dans un environnement qui ressemble plus à une fête foraine chaotique qu'à un bloc opératoire. Ouais, c'est pas faux. La concentration, c'est pas le paramètre par défaut aujourd'hui. Non, c'est l'attention fragmentée qui est devenue la norme. Eh bien, c'est exactement le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de retrouver notre auditoire pour cette suite de notre exploration en profondeur de la philosophie Make Time. Oui, on avance bien dans les concepts. Grave. Et juste pour recontextualiser super rapidement, la dernière fois, on avait longuement parlé de la première étape, le fameux highlight. Ouais, la priorité absolue de la journée. C'est ça. Sélectionner intentionnellement un point culminant. Une seule chose importante pour redonner une colonne vertébrale à nos journées. Sauf que, identifier cette priorité, en fait, c'est la partie la plus facile. Ah oui, c'est clair. L'exécuter dans la vraie vie et surtout la protéger contre les interruptions, c'est un tout autre défi. Le défi est même immense. Parce que avoir une simple intention le matin en buvant son café, Ça pèse pas bien lourd, on est d'accord? non, ça pèse pas lourd face à l'ingénierie moderne de la distraction. Donc faut créer un vrai rempart défensif. Exactement. Sinon, la priorité va se faire dévorer par deux forces qu'on voit très bien dans l'ouvrage. La fameuse roue infernale? Oui, cette glorification de la réactivité perpétuelle, où on passe la journée à vider des boîtes mail, à répondre aux urgences des autres. En confondant le mouvement et la vraie progression, quoi. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a les piscines à débordement. Ah oui, les applications, le streaming, les trucs conçus sans fond, sans point d'arrêt naturel. Voilà, juste pour capter notre regard le plus longtemps possible. Bon, d'accord, décortiquons tout ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment on passe concrètement à l'action. Comment on entre dans le mode laser? Ouais, le mode laser. Ce terme suggère une intensité incroyable. Mais concrètement, comment on trouve ce rythme? La première erreur qu'on fait tous en général, c'est de compter uniquement sur notre volonté. Genre, allez, aujourd'hui je suis motivé, je résiste. C'est ça. Mais la volonté, c'est une ressource qui est finie. Elle s'épuise vite. Surtout face à des algorithmes conçus par des milliers d'ingénieurs. Exactement. La volonté individuelle perdra toujours sur le long terme. Entrer en mode laser, c'est pas un effort surhumain, c'est un état d'esprit ancré dans le présent. Avec des tactiques hyper comportementales, quoi. Voilà. Il s'agit vraiment de construire une architecture de la concentration autour de soi. Alors, parlons de la première brique de cette architecture. L'idée numéro 48, qui est d'une simplicité presque déconcertante. Fermer la porte. Littéralement. S'isoler physiquement. Il y a cet exemple génial tiré des mémoires de Stephen King. Ah oui, dans son livre sur l'écriture. C'est ça. Il explique que fermer la porte de son bureau, c'est pas juste pour éviter d'entendre la télé dans le salon. Non, c'est une vraie déclaration d'intention. Ouais, c'est un message envoyé à sa famille, mais surtout à lui-même. Le monde réel reste sur le palier et la création commence. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme psychologique derrière ce geste super banal. Ah bon? C'est pas juste acoustique? Pas du tout. Notre système nerveux est hyper réceptif aux rituels et aux frontières spatiales. D'accord. Le fait de se lever, d'attraper la poignée, de clore l'espace, ça agit comme un déclencheur somatique. Une rupture spatio-temporelle claire, en gros. Voilà, on informe notre cerveau qu'il faut changer d'état, qu'on abandonne la vigilance réactive pour entrer dans l'immersion totale. Ouais, je comprends tout à fait la théorie, mais soyons réalistes 2 secondes. Je sens venir l'objection de l'open space. Bah oui, la porte en bois massif, elle a complètement disparu pour la majorité d'entre nous. C'est vrai, l'open space a aboli tout ça. On se retrouve à 50 sur un plateau avec absolument aucune porte à fermer. Comment on fait, du coup? C'est là qu'intervient la fameuse porte virtuelle, le casque audio.
Même sans musique? même sans musique. Mais là, il y a une vraie question pratique. Est-ce que ça risque pas de froisser les collègues? Genre, on passe un peu pour l'ours asocial du bureau, non? C'est une inquiétude super courante, parce que le monde de l'entreprise valorise vachement l'apparence de la disponibilité. Oui, il faut toujours avoir l'air prêt à répondre. Mais porter un casque, ça veut pas dire s'isoler 8 heures par jour. C'est ponctuel. Un pont-levis qu'on remonte de temps en temps? Exactement. Socialement, c'est un signal clair. Ça dit « En ce moment, je suis concentré, on m'interrompt qu'en cas d'urgence ». Faut un peu de courage au début pour imposer ça, non? Un peu, oui. Mais les collègues finissent par respecter ce code quand ils voient les résultats. Et sur le plan neurologique, ça fait le même effet que la porte fermée. Oui, le simple contact physique des coussinets sur les oreilles reproduit cet ancrage somatique. Le cerveau associe le casque à la porte fermée. Bon, ok, on a mis le casque, les distractions externes sont bloquées, on est face à notre écran, Et là, et là, le grand vide. Le curseur qui clignote. la fameuse paralysie. Grave. Prenons un exemple. Mettons que mon highlight du jour, ce soit préparer les vacances d'été. C'est super vague comme tâche. C'est massif, ouais. Et du coup, la paralysie s'installe, on n'arrive pas à démarrer. C'est pour ça qu'il faut appliquer la tactique 50. Dynamiter son highlight, j'adore l'expression. C'est hyper visuel. On prend cette montagne et on la pulvérise en micro-actions très précises. Donc, au lieu de préparer les vacances, On écrit « Ouvrir le site de la compagnie aérienne », puis « Saisir les dates du mois d'août ok. Mais pourquoi le cerveau bloque autant sur des tâches un peu vagues? » C'est pas de la paresse, c'est purement biologique. Le cerveau cherche toujours à évaluer l'énergie nécessaire pour accomplir un truc. Et si c'est flou, il peut pas calculer. Exact. Ça génère une énorme friction cognitive. Et face à cette incertitude, le système nerveux veut juste préserver ses ressources. Ah, donc c'est là qu'on ressent cette envie irrépressible de fuir vers un truc facile. Comme consulter ses mails ou scroller. Une récompense immédiate, zéro effort. Attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Si je prends mon projet de vacances et que je le dynamite en 20 petites étapes, Oui, est-ce que je suis pas juste en train d'allonger ma to-do list? Ça fait hyper productivité toxique, non? on pourrait croire, oui. C'est un réflexe naturel de penser que ça rajoute un fardeau. Visuellement, une liste de 20 trucs, c'est écrasant. Sauf que la mécanique est radicalement différente. Ça rejoint beaucoup la philosophie de David Allen, le créateur de la méthode Getting Things Done. C'est-à-dire, La fatigue vient d'où alors? la fatigue de la roue infernale, elle vient de l'accumulation de tâches subies et floues. Là, on prend une seule priorité qu'on a choisie. Et on la découpe chirurgicalement. Voilà. Fragmenter ne crée pas de nouveau travail. Ça révèle juste l'anatomie exacte du travail qui existait déjà de toute façon. Donc en gros, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Exactement. On voit qu'il n'y a pas de monstre, juste des meubles à déplacer un par un. C'est une super métaphore. L'ambiguïté disparaît. Le cerveau n'est plus intimidé quand il lit « chercher le prix d'un billet ». Il sait que ça prend 5 minutes. Et il y a moins de friction au démarrage. En plus, l'accomplissement de cette micro-tâche déclenche de la dopamine. Oh, un shoot d'énergie positive. Oui, ça crée un élan. On ne cherche pas à faire plus de choses. On retire juste le frein à main pour enclencher le mode laser. C'est hyper clair. Bon, on a retiré le frein à main, on bosse bien, on est dedans, Et soudain, et soudain, ouais, la pensée qui sort de nulle part. C'est universel ce truc. la fameuse démangeaison numérique. Mais grave, t'es en pleine réflexion et tu te dis, au fait, c'était quoi le nom du méchant dans le film de hier soir? Ou est-ce que j'ai bien racheté du café? Voilà, l'envie incontrôlable d'aller vérifier là tout de suite. Et si on cède, on sait comment ça se termine. Ah bah, 45 minutes plus tard, on est sur Wikipédia en train de lire un article sur l'invention de l'agrafeuse au 19e siècle. Le travail est complètement oublié. Et c'est là que l'idée de noter les questions qui nous viennent à l'esprit, c'est hyper élégant. C'est la tactique 55. Un bout de papier et un stylo juste à côté du clavier. On inscrit la question parasite pour la traiter plus tard. C'est vraiment l'un des remparts les plus robustes pour protéger son attention aujourd'hui. Pourquoi ça marche si bien juste d'écrire un truc? Parce que ça respecte la façon dont notre esprit gère l'information. C'est l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik. Oui, en psychologie, ça décrit le fait que notre cerveau déteste laisser ce qu'il perçoit comme une boucle ouverte. Ah, la tension de l'idée inachevée. Exactement. Cette question spontanée va monopoliser des ressources en tournant en boucle jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Donc, c'est comme une appli qui tourne en arrière-plan sur le téléphone et qui draine la batterie. L'analogie est parfaite. Et l'instinct dicté par la technologie, c'est de fermer cette boucle tout de suite avec un moteur de recherche. Le piège de la piscine à débordement par excellence. Voilà. Alors qu'en écrivant cette pensée sur un vrai bout de papier, on offre une porte de sortie au cerveau, sans écran. L'acte d'écrire externalise le problème.
On dit à notre système iambique, c'est bon, c'est sauvegardé sur le papier, tu peux arrêter d'y penser. La boucle est fermée virtuellement, c'est une vraie zone de quarantaine pour nos pensées. C'est ça. On réprime pas la curiosité, on la reporte. Ok, donc je résume. La porte est fermée virtuellement. Oui, Le projet est découpé au scalpel pour tuer la paralysie. tout à fait. Et on a isolé nos envies d'aller sur Internet sur notre feuille de quarantaine. Sur le papier, le setup est parfait. Bah oui, sur le papier, mais il y a un scénario inévitable. Les blocages, Le blocage total. L'inspiration est à sec. c'est souvent ce qu'on redoute le plus. Le livre fait une nuance hyper importante ici d'ailleurs, entre s'ennuyer et être vraiment coincé. Oui, la tactique 58. L'ennui, c'est juste un manque de stimulation. Mais être coincé, le but est clair, l'intention est là, mais le chemin dans notre tête est complètement obstrué. L'inconfort est tel qu'on a tellement envie de fuir. Alors on fait quoi? On s'enchaîne à la chaise et on souffre en silence devant la page blanche? C'est la solution contre-intuitive qu'il propose, oui. Il faut rester coincé. Délibérément, ça ressemble à de l'autoflagellation. C'est vrai que c'est pas naturel aujourd'hui où tout doit être fluide. Mais faut comprendre ce qui se passe sous le capot. Dans le cerveau, tu veux dire? Oui. Imagine que le cortex préfrontal, la zone logique, c'est un manager de bureau hyper strict. Ok, le gars qui veut des résultats tout de suite. Voilà. Quand on bloque, ce manager est super frustré. Il tape du poing sur la table. On a l'impression de rien faire. Mais en réalité, dans d'autres zones du cerveau, les réseaux associatifs sont en plein travail. C'est qui eux, dans ton analogie? C'est un peu l'équipe de créatifs installée dans la salle de pause. Ah, j'aime bien. Ils ont besoin de temps, de silence, pour fouiller dans les souvenirs, faire des analogies improbables. Donc le manager panique, mais l'équipe créative est en plein remue-ménage invisible. Exactement. Et si, pour calmer le manager, je sors mon téléphone pour lire les infos, C'est là que tout s'effondre. Tu inondes ton cerveau de nouvelles informations externes. un gros raz-de-marée, quoi. Et ça annule instantanément le travail minutieux de l'équipe créative en arrière-plan. Les connexions fragiles sont balayées, c'est fou ça. C'est pour ça qu'il faut accepter l'inconfort. Fixer le vide, griffonner des trucs, faire les 100 pas. Offrir du silence à l'équipe interne pour trouver la faille. La frustration, c'est pas un signal d'échec. C'est le bruit du moteur mental qui passe à la vitesse supérieure. Bon, j'adore cette vision, ça rend l'inconfort vachement plus supportable. C'est l'antichambre de la solution. Mais bon, pour être parfaitement honnête, il y a des jours où la faille, on la trouve pas. Oui, l'équipe créative est en grève totale. On a beau faire les 100 pas, le mur est toujours là. Heureusement, le livre est pas dogmatique sur ce point. Non, il propose deux autres voies. La tactique 59, par exemple. Admettre la défaite temporaire et prendre un vrai jour de repos. Complètement. Le cycle de l'attention nécessite une récupération profonde par moment. Faut juste savoir faire le bon diagnostic sur soi-même. C'est ça. Est-ce qu'on est épuisé ou est-ce qu'on manque juste d'élan initial, Sartre? Et si c'est l'élan qui manque, on passe à l'autre option, la tactique 60. Oui, inspiré par frère David Steindl-Rast, s'y mettre à fond, forcer le mouvement. Plonger dans l'action de manière limite physique, sans réfléchir. C'est hyper contre-intuitif. On a ce mythe qui dit que la motivation doit toujours précéder l'action. Qu'il faut se sentir d'attaque avant de commencer. Alors que la psychologie montre que très souvent, c'est l'action qui génère l'émotion. Donc, s'immerger violemment dans la tâche, taper sur le clavier, même si ce qu'on écrit est mauvais. Ça crée une dynamique physique qui va réveiller la psychologie. Le travail génère le courant. C'est comme pousser une voiture en panne dans une descente pour la faire démarrer. C'est tout à fait ça. Tout l'art, c'est de développer cette conscience de soi pour savoir si on a besoin d'une sieste ou d'un gros coup d'accélérateur. Ouais, une vraie courbe d'apprentissage. Si on prend un peu de recul sur tout ça. Oui, bon, se dire ça, c'est... On a vu le marqueur physique, comme le casque, la nécessité de découper les tâches pour tuer la friction, la feuille volante pour les distractions, et cette résilience face au blocage. Trouver ce rythme, ça n'a vraiment rien d'un don mystique tombé du ciel. Le mythe du génie frappé par l'inspiration divine en prend un coup. C'est sûr, c'est sûr. Se concentrer profondément aujourd'hui, c'est devenu une vraie pratique de combat pragmatique. C'est pas juste serrer les dents. Non, c'est mettre en place des outils environnementaux et psychologiques qui protègent l'attention. Créer un écosystème pour la réflexion longue. Bah écoute, ça m'amène à une réflexion un peu plus large qui englobe super bien tout ce qu'on vient de voir. Je t'écoute. On dit souvent que dans l'économie moderne, le pétrole du 21e siècle, c'est notre attention. C'est une réalité économique, oui. Chaque notification, chaque appli, c'est une guerre super sophistiquée pour nous voler des secondes. Absolument. Et dans ce contexte de sollicitation frénétique, le simple fait de s'isoler, de mettre un casque, de rester concentré sur une seule chose pendant 1 heure malgré la frustration, C'est un sacré défi. c'est même devenu la forme ultime de rébellion intellectuelle, non? C'est une excellente façon de le voir.
Reprendre la maîtrise de son propre champ de vision mentale, refuser le chaos ambiant, c'est un acte de résistance. C'est clair. Choisir sur quoi on porte son attention, c'est choisir de quoi sera faite notre vie, tout simplement. On reprend le contrôle de notre propre histoire. C'est quand même puissant à garder en tête pour la prochaine session de travail. Totalement d'accord. Protéger son espace mental, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité vitale. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.